vais découvrir en même temps que vous hein, les quelques informations que nous avons à disposition concernant le FTDX 10. Pour le coup, je vais vous donner mon avis. Qui vaut ce qui vaut, bien évidemment. Hein. Bien. Après, à chacun de faire son idée. Alors, pour le coup, je vais passer par le site de Fox 5 Papa Novembre India, hein, que vous connaissez sans doute, hein, radioamat.fr. Et non, je n'ai aucune action. Il me donnera pas pour autant de FTDX10 si je fais la pub pour lui. Et d'ailleurs, je fais pas de pub, tiens, ça lui apprendra. À ne pas être QRV en radio ce soir. En fait, non, c'est même pas vrai. Je n'ai même pas appelé, pour le coup. Donc F5PNI et F5NBR m'ont parlé de ce poste. Alors j'ai dit tiens, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a décrit. Et ben commençons donc concernant les informations notées. Donc configuration SDR hybride. Donc comme la série FTDX 101, le nouveau FTDX 10 utilise la configuration Yesu hybride SDR à bande étroite, etc. Enfin bref, vous pourrez le lire. Donc l'architecture de réception, on peut supposer que c'est la même. Et ça, c'est intéressant. Si c'est la même. Mais c'est peut-être noté plus bas. Hein. J'aimerais savoir si c'est le même ADC. Hein. ADC, c'est le convertisseur analogique numérique. Hein. Et c'est également l'ADC 18 bits. Hein. Pour le coup, si jamais c'est strictement la même configuration que le FTDX 101, c'est plutôt intéressant. Et comme vous le voyez ici, sur Sherwood, le FTDX 101 est en tête au niveau de la résistance au signaux forts. Grâce notamment à ce principe de changement de fréquence, hein, parce qu'ils sont revenus un peu en arrière. Ils sont revenus un peu en arrière au niveau des SDR. Hein. Les premiers à faire ça, c'est les Craft. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça devrait être intéressant. Parce que là, actuellement, le principal problème des récepteurs SDR, c'est que en entrée, c'est open bar. Hein. Il y a toute une bande passante qui est reçue, et lorsque les signaux sont forts, il arrive qu'à partir d'un certain niveau de puissance, on arrive au phénomène de clipping, un peu comme une saturation, hein, qui fait qu'on va se retrouver avec des artefacts hein, sur la réception, hein, des birdies. Je vous en ferai écouter d'ailleurs avec la clé Colibri Nano. Hein. J'ai fait une petite vidéo, hein, ça peut arriver dans certaines conditions. Donc là, pour le coup, Electcraft a donc réalisé un changement de fréquence. À partir de là, la fréquence étant plus basse, il pouvait réaliser des filtres à bande beaucoup plus étroite, évidemment. Et en l'occurrence, légèrement supérieur à 3 kHz hein, pour de la SSB. Et ensuite, uniquement ce signal est donné au convertisseur analogique numérique, ce qui fait que, évidemment, ça évite tous les problèmes des signaux forts se trouvant au-delà. Voilà, donc sur le FTDX 101, vous retrouvez donc cette configuration, et manifestement sur le FTDX 10 également. Bon, par contre, vous n'aurez pas de VC Tune, hein, mais bon, c'est pas forcément indispensable. Bien sûr que c'est un plus, hein, le VC Tune, hein, clairement. Donc voyons voir. SDR à bande étroite avec 3 types de filtres de toiture. C'est donc filtre de première EFI, hein, filtre de toiture, un rooking filter, hein, c'est un terme commercial, hein, ça a toujours existé. Donc là pour le coup il n'y a qu'une EFI, hein. Donc sur cette EFI, ils ont donc prévu de nous placer, si on regarde, possibilité d'un filtre 500 Hz, 3 kHz et 12 kHz. Le 500 Hz, bon, pour les modes numériques éventuellement, pour la C-double. Bon, j'aurais préféré un 300 pour le coup. Mais c'est toujours mieux que rien, hein, clairement. Parce qu'après, de toute façon, on peut continuer à filtrer, évidemment,
au niveau signal numérique, hein, bien évidemment. Donc là, par exemple, si on a un signal fort dans cette bande passante, ça peut arriver en période de contest. Un 300 Hz aurait été plus intéressant pour le coup. Mais enfin bon. Donc le 3 kHz, c'est pour la SSB, et évidemment il faut du 12 kg, il faut quand même pouvoir passer des signaux à bande passante plus importante hein, pour l'AM notamment, voire la FM. Alors évidemment, grâce à cette possibilité, on a une résistance au signaux forts qui sera supérieure, en gros. Bien. Donc, si on compare ce poste à l'IC 7300, là, clairement, c'est un gros plus. Il va clairement beaucoup mieux résister aux signaux forts que l'IC 7300, ça, c'est indéniable. Après, pour le reste... Bon. Rien à dire de particulier sur ce point-là. Grâce à ses caractéristiques améliorent rapport C sur N, oui, ok. Après, il parle du spectre en 3 dimensions. Bon, alors ça... moi, personnellement, ouais. J'estime que c'est plus un gadget qu'autre chose. Maintenant, ça reste que mon avis personnel. Hein. Clairement. Ça sera pas ça qui m'orientera vers ce genre de poste. En plus, l'écran 5 pouces, bon, c'est pas gros. Bref, donc l'écran... Après... En touchant l'affichage de la fréquence, le cahier numérique s'affiche et le réglage de la bande, etc. Enfin bon, bref. Détail un peu la face avant conçue pour une efficacité de fonctionnement supérieure. Ouais. Pas grand chose à dire dessus. Fonctionnement à distance avec unité LAN en option. Ça, c'est dommage que ça soit pas intégré. Hein. C'est pareil hein, sur le FTDX 101. Faut une interface externe. Bon, ça existe. Bon. Les caractéristiques du nouveau FTDX disque inclus. 15 fils passebande séparés. Bon, faut en voir plus. J'ai du QRM. Bon, du classique hein, qu'on trouve chez Yaesu. Hein. Notamment le fil de contour, mais ça c'est du classique chez eux. Fil de contour, c'est assez pratique lorsque on a des soucis auditifs, hein, éventuellement, hein, vu qu'on peut, accentuer ou désaccentuer éventuellement une fréquence, hein, ou si on a des enceintes ou des écouteurs dont la courbe de réception ne nous convient pas, quoi. Voilà, ça c'est vrai que j'apprécie assez ce genre de fonctionnalité chez Yaesu. Après, amplificateur final haute qualité et super staff, une MOSFET RD70 en push-pull. Bon, ouais, c'est du classique. Hein. Ils auraient pu mettre des RD100, hein, après tout. Mais ça suffit, des 70. Dissipateur de chaleur en aluminium avec ventilateur refroidissement à flux axial silencieux de 80 mm. Bon, à voir. Tuner d'antenne automatique haute vitesse avec une mémoire de grande capacité sans canaux. Ouais. Moi personnellement, les boîtes internes, je les utilise pas trop. Croisons les doigts pour que cette boîte de couplage ne pose pas les mêmes problèmes qu'avec le FT991, ceci dit au passage. Alors là, pour l'achat, comme je dis souvent, il est urgent d'attendre. Hein. Moi, j'achète pas un poste qui sort comme ça de suite. Hein. Dans tous les cas de figure, j'attends plusieurs années. Hein. Mais bon, après, si vous êtes pressé, faites-vous plaisir. Hein. Avec les risques que ça peut comporter, hein, comme tout achat de matériel assez récent qui, à sa sortie, a parfois des gags. Moniteur transmission RF et AF, oui, amplificateur de microphone avec égaliseur paramétrique 3 étages, oui bah ça c'est les equaliseurs classiques qu'on connaît chez Yaesu, qui est très intéressant, hein, qui permet d'éviter d'avoir un équaliseur externe. Beaucoup de gens utilisent des équaliseurs externes néanmoins,
Alors qu'en fait, un bon réglage de l'équaliseur interne, le plus souvent, est largement suffisant. C'est mon cas, notamment, hein, avec mon micro, hein. Quand vous m'entendez en HF, il y a le micro, le fil, et c'est branché dans l'émetteur. Point. Bien. QMB, banque de mémoire rapide. Bon, j'utilise jamais ça. Haut-parleur optionnel SP30. Ah, vous savez ce que je pense des haut-parleurs optionnels? Des marques? Bon, est-ce que j'ai besoin de revenir dessus? Ben, allez plutôt chez Thomann, hein, si vous voulez des haut-parleurs optionnels. Voilà, avant, il y avait les Behringer MS40, hein, qui étaient à 120 € TTC. Il y avait les deux enceintes avec une qualité qui n'a rien à voir à la qualité de réception de tous ces petits haut-parleurs que je trouve horriblement chers pour ce que c'est. Mais j'en ai fait un article, hein. Faites une recherche sur Behringer MS40 dans mes articles et c'est sans appel. Voilà, bon après, je le dis toujours, ce n'est que l'expression de mon avis. À vous de vous faire votre propre avis. Peut-être que je vous dis des bêtises. Ah bah tiens, filtre de toiture en option 300 Hz. Bon, alors cette option, prenez-la si vous êtes graphiste. Et éventuellement, mode numérique, hein, 300 Hz, c'est bien. Donc ça, pour le coup, c'est même pas... Moi, c'est pas une option, hein. C'est clair, si j'achetais le FTDX 10, le filtre optionnel, hein, il serait automatiquement. Voilà, faut savoir aussi qu'un filtre à bande passante de 300 Hz, c'est 300 Hz à moins 6 dB. Ce qui fait qu'en pratique, si vous regardez, vous recevez bien sur 500 Hz, hein, bien tassé. Donc, moi, en graphie, j'ai toujours utilisé 300 Hz, hein, j'écoute jamais plus large. Voilà, surtout que maintenant, les gens sont pas comme avant, où par le passé, il y avait les postes qui étaient à la ramasse très souvent, hein, ça pouvait arriver, là, bon, c'est largement suffisant. Bien, caractéristiques, voyons voir un petit peu ce qu'il en est. Émetteur récepteur sans boîte, bon, on achève 50. Donc ce n'est pas l'équivalent du FT 991 pour le coup, hein, il ne fait pas la VHF. Voilà, c'est le concurrent direct à l'IC 7300. Ça c'est clair. Voilà, il fait les mêmes bandes. Par contre, la réception, au niveau résistance au signaux forts, il sera supérieur. Après, au niveau de la qualité de réception, ça sera à voir. Si c'est du niveau du FTDX 101, me fait pas trop d'illusions, hein, ça sera sans doute meilleur que l'IC 7300. Voilà, et a priori, le poste sera un peu plus cher. Mais pour le coup, ça peut justifier. Voilà, bon, si vous avez 100 ou 200 € de plus, ça va. Bon, après, si c'est 500, faisez les patates. Maintenant, avoir la réception à peu près similaire à un FTDX 101 pour 1500 € au lieu de 3000 € pour le FTDX 101, finalement, bon, ma foi, on peut réfléchir à la chose. Configuration SDR hybride utilisant un SDR à bande passante étroite et un SDR échantillonnage direct. Oui, d'accord. Oui. Ça. Donc, conversion vers le bas, donc, hein, donne converteur. Les fils de toiture IF 9 MHz produisent un excellent facteur de forme. Oui, en fait, pour pouvoir faire des filtres plus étroits, on peut pas les faire sur des fréquences trop hautes, hein. Donc là, pour le coup, oui. Bon, comme tous les postes à EFI dans cette gamme de fréquences, il y en a quelques-uns. Système d'oscillateur local à très faible bruit. C'est sûr que si l'oscillateur local fait moins de bruit, on aura moins de bruit en réception. Bien. Donc 15 fils passe-bande puissance séparée. Ah. Ça, ils l'ont déjà dit, ça. Je suis pas revenu en arrière, moi? Non, je crois pas. J'ai l'impression que je suis revenu en arrière. Bah oui. Ah non, ils ont répété 2 fois la même chose. Donc, il faut permettre la performance fonctionnant. Ouais, bande mémoire. Ouais, on a l'impression qu'il y a 2 fois la même chose. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Banque de mémoire, je m'en moque. Prendre en charge fonctionnement CW avec plusieurs fonctions telles que CW, zéroïne, auto, etc. Oui, bon, il fait du morse, quoi. Fonction encodage, décodage, RTTY, FSK, PSK.
Bon, ils sont à la traîne, hein. Maintenant c'est le FT8. Hein. Faut qu'ils se dépêchent avant que ça change d'ailleurs, sait-on jamais. Et FT4. Donc bon, ça c'est. Généralement c'est gadget, hein, ces trucs-là. Hein. Bon, enfin bon, hein, si on a, ça leur fait plaisir. Hein. Bah, c'est là, ça mange pas de pain. Autres fonctionnalités pratiques telles que la sélection optionnelle du gain RF par IPO. Alors la position IPO sur Yezu, c'est lorsque en fait on enlève les étages de préamplification, hein, simplement. Voilà, donc à nouveau sous le soleil. Contrôle automatique du gain, bah heureusement. Hein. Emplacement pour carte SD, bon. Commande à distance via internet, oui, ça on l'a déjà vu, oui, bon. J'en ai déjà parlé. Accessoires fournis, microphone, bah je connais pas, on verra bien. Câble d'alimentation avec fusible, ouais, c'est mieux. Bon, les fusibles, moi je les vire systématiquement. Hein. Lorsque je suis sur alim stabilisé chez moi. Par contre, si vous êtes sur batterie, gardez. Hein. Fusible de rechange, bon. Fichier 3, hein, manuel d'utilisation. Peut-être en français. Hein. Bon, gamme de fréquences, 30 kHz, 75 MHz. Fonctionnement. Ok, en fonctionnement, ça j'ai traduit. Donc il peut. Ah bah peut-être que débridé il fait le 70 mégas. Peut-être. Hein. À vérifier. Avant achat. Après, un 8 ou 20. Ouais, faire un bande amateur uniquement, oui. Donc la bande du 60 mètres, hein, ok. Après. De toute façon, généralement chez Yezu, il y a un strap, enfin une soudure à faire pour faire un strap qui déverrouille le poste intégralement, comme ça au moins. On est tranquille. On n'a plus besoin d'y revenir. Donc 50 mégas, là il parle du 70 mégas. Donc a priori, il ferait le 70 mégas. Royaume-Uni uniquement. Donc oui, donc il fera le 70 mégas. Le jour où on aura le 70 mégas, manifestement, on pourra l'utiliser, a priori. Hein. Les modes du classique. Stabilité en fréquence. Ah. Alors là, pour le coup, 0,5 ppm. Alors il y a un collègue qui m'a posé la question, il savait pas trop ce que c'était les ppm. C'est comme les pourcents, mais pour par million en fait. Hein, donc c'est 0,5 parties par million. Donc par exemple 0,5 Hz pour 1 million d'Hertz. Donc sur le 7 mégas, ça fera donc 3,5 Hz. La précision, plus ou moins 3,5 Hz à 7 MHz. C'est honnête, hein. Sur 30 MHz, donc du coup, on sera à plus ou moins 15 Hz au maximum au niveau calage en fréquence. Ça suffit, hein, c'est pas mal. Hein. V1, donc alimentation 13,8 plus ou moins 15%, classique. Tiens, il n'y a pas qu'une seule EFI, il y a un deuxième EFI en fait. Tiens donc. Et bon, à voir. Pour le coup, voir le schéma. Il me semblait qu'il traitait à ce niveau-là directement, et puis, mais manifestement non. Il y a un deuxième changement. Bon, en soi, c'est pas gênant. Hein. Puissance de sortie RF, donc 5 watts, 100 watts. 100 watts. On voit qu'on peut descendre à 5. Hein. Kilos, bon. Bah voilà quoi. Donc si je tape FTDX 10, hop. Pour voir hein, si là, le swling.com, oui, on va voir ce qu'ils mettent. Ouais, ce sont les mêmes informations en fait. Hein. Donc, ouais. C'est pas la même police, mais c'est la même chose. On revient en arrière. On va aller voir ce que dit Wimo. FTDX10, parce que j'ai vu qu'il y avait le site Wimo. Je vais dans une nouvelle fenêtre, on va dans un nouvel onglet.
Ouais, là on voit le waterfall 3D, hein. Bof. Moi franchement, je vois. C'est joli, mais ça sert à rien. Moi je préfère un waterfall 2D, hein, avec le signal qui descend personnellement. Mais de toute façon c'est pas gênant, hein, parce que si c'est comme le FTDX 101, c'est paramétrable, hein. On sélectionne celui qui nous intéresse, hein. Donc bon. Et puis au final, rien n'empêche d'utiliser une clé externe, hein, et puis de l'avoir à l'instar de ma façon de faire avec mon vieux zinzin, là. Donc, qu'est-ce qu'ils racontent? Donc, ils insistent sur la High Dynamic Range, hein, de 141 dB, qui est une bonne valeur, hein. On va pas aller plus loin. C'est tout? C'est tout ce qu'ils mettent? Sérieux? Ils disent, en gros, ils disent il est super, et puis commandez-le maintenant. Ah, on va cliquer, hein. 1800 €. Non. Non, je serais pas prêt. Parce que je crois que le 7000, on trouve. À une période, on le trouvait à 1000 €. Bon, il a un peu augmenté. Je crois peut-être 1002. 1500, d'accord. 1800, non, non. Bon, bref. Est-ce qu'il y a plus d'informations? Enfin bon, technical data, rien. Download. Ah si, il y a peut-être quelque chose là. Preliminary datasheet FT, PDF. Ah bah pour le coup, là, c'est la doc d'origine. De pub. Où on retrouve évidemment, je suppose, la même chose. C'est confirmé. Bon, bah voilà. En gros. À suivre. J'aurais tendance à, personnellement, peut-être à avoir envie d'attendre le FTDX 20 ou 11, hein, pourquoi pas, hein, je sais pas comment ils l'appelleront, qui soit l'équivalent du FT 991. Ça arrivera forcément un jour, pour une raison simple, c'est que les FPGA, il existe des modèles bien plus puissants, hein, maintenant, de FPGA, mais bon, plus le FPGA est puissant, plus il coûte de l'argent, évidemment, ce qui fait que il y aura forcément des postes qui seront dans la possibilité de pouvoir être QRV à la fois dans la partie HF et à la fois en VHF partie 144 et UHF. Mais c'est pas pour de suite. D'ailleurs, concernant l'IC 705, il y a un changement de fréquence de mémoire, hein. C'est pas directement pour la partie haute, hein, c'est pas le FPGA, hein, qui est capable d'aller dans ces fréquences-là, hein. Donc bon, bref. Puis bon, de toute façon, vu la politique de Yizu maintenant, ouais, au pire, rien ne les empêcherait de faire un autre changement de fréquence pour permettre de pouvoir avoir la réception en VUHF. Après, il faut que ça soit une volonté, hein. Peut-être que la volonté est d'y aller par étapes pour pouvoir vendre différents postes, hein. En tout cas, oui, comme poste HF, avec une bonne résistance aux signaux forts. Avec maintenant, moi j'attends quand même, là, il manque une information que je trouve importante, que j'ai pas vue. C'est quel est le FPGA utilisé? On a des informations sur ça, mais ça me suffit pas, hein, pour moi. Voilà, alors on attendra d'en avoir plus, hein, pour le coup, hein. Dans tous les cas de figure, on est obligé d'attendre, hein. On peut supposer que de toute façon les résultats seront très intéressants. Ils sont évidemment moins intéressants que le FTDX 101 qui est équipé du VC-Tune. Donc le VC-Tune apporte une résistance aux signaux forts complémentaire. Alors, pour les antennes, tout ce qu'il y a de plus classique, on a déjà largement assez, même sans le VC-Tune, clairement.
Voilà, donc c'est vraiment éventuellement pour ceux qui ont des antennes de Big Gun avec des signaux relativement forts, où là ça peut pour le coup se croiser assez facilement. Bah tiens d'ailleurs, on va aller faire un petit tour. En réception sur le 7 mégas, vite fait. Donc ce que je viens de couper, c'est l'équivalent du VC Tune. Donc hop, je vous fais voir. Une bande passante extra large hein, pour voir. Donc là, ce que j'ai coupé actuellement, donc c'est le VRF. Le VRF est un filtre de bande qui est plus large que le VC Tune, mais donc vous voyez la réception de ma clé SDR, dont le gain est au maximum. Donc pour résoudre ce problème, si on n'a pas de filtre comme celui que je vais enclencher, il faut diminuer le gain de la clé. Hein. Sur l'IC 7300, lorsque vous avez ce genre de phénomène, et vous l'avez lorsque le gain est à fond, bah vous diminuez de façon instinctive le gain du récepteur pour faire disparaître ça. Sinon, évidemment, si on diminue le gain, assez logiquement, on peut perdre les signaux faibles. Voilà ce qui se passe lorsque vous avez un filtre à l'entrée d'un récepteur SDR. Je l'enclenche, quick. Le signal est moyenné, donc ça met un petit peu de temps à descendre. Ça change la donne. On voit que tous les birdies sont partis. Alors, on va dézoomer un petit peu pour refaire la même manip. Hop. Ah oui, il y a du bruitage dans ma vidéo. Donc là, le filtre est présent. J'enlève le filtre. Oh, les jolis birdies. Et qu'a-t-on sur les birdies? On va vérifier. J'ai mis le son du PC, ouais, donc c'est bon. Donc, on entend vraiment de tout. Hein. On entend du RTTY, de la radio diff, un petit peu. J'ai trop baissé là. Voilà. Donc on entend bien un petit peu la radio diff, RTTY derrière. Je vais enclencher le filtre. Ok. CQFD. Vous voyez l'intérêt d'avoir un filtrage avant la clé? Je l'enlève de nouveau. Hein. Et je le remets. Top. Voilà, grâce à ce filtre, j'ai pas besoin de baisser le gain de la clé. Et donc pour le coup, pour les signaux faibles, bah, c'est tout bénef. Hein. Bien. Voilà une petite démo de l'intérêt du VC Tune, entre autres. Du VRF sur le FTDX 2000, 5000, entre autres. Et de tous les présélecteurs de fréquences en général. Hein. L'IC 7610 également est équipé d'un présélecteur de fréquences qui permet de pallier le problème de l'IC 7300 justement. Bien, cela conclut ma vidéo que j'ai réalisée en live dans un premier temps et pour le coup avec des remarques écrites. Comme certaines personnes n'ont peut-être écouté que la version audio, voici mes remarques complémentaires. L'architecture en réception du FTDX 10 est a priori celle du FTDX 101. En effet, il y a un double changement de fréquence, c'est un récepteur super hétérodyne associé à un FPGA qui travaille sur la seconde EFI de 24 kHz. Je n'avais pas vu d'ailleurs cette EFI de 24 kHz absente de la page 9 du manuel de service sur le synoptique du FTDX 101, mais l'information est bien présente dans les caractéristiques de ce dernier. Electraft a d'ailleurs également adopté la même méthode de couplage d'un récepteur super hétérodyne suivi d'un FPGA. Un récepteur super hétérodyne a l'avantage, entre autres, de se prémunir de potentiels problèmes de fréquence-image, et comme le FTDX 10 ne dispose pas de VC Tune, le filtre présélecteur de fréquence, contrairement au FTDX 101, c'est clairement indispensable. À titre d'information, la fin de ma vidéo vous montrait l'intérêt d'un filtre préalable sur récepteur SDR placé sur la première EFI. Ce n'est pas du luxe, même pour un récepteur SDR à conversion directe. CF mon article traitant du sujet sur mon site, article intitulé « Réception à conversion directe, SDR Flex Anan KX3 et sélectivité intermodulation ».
Une information que j'attends d'ailleurs, c'est de savoir quels modèles ont été retenus au niveau de l'ADC et du FPGA pour vérifier s'il s'agit réellement de la même architecture que le FTDX 101. Un autre point, nous n'avons pas d'informations sur le spectre potentiellement affichable sur le FTDX 10, c'est sans doute identique au FTDX 101, mais c'est à confirmer. Sur le FTDX 101, la largeur maxi du spectre est de 1 MHz. C'est une valeur inférieure à ce que peuvent faire certains récepteurs SDR, comme notamment Maclé Colibri Nano, mais il faut bien avouer que ce n'est gênant qu'en cas de surveillance de la bande 28 MHz, celle-ci étant d'une bande passante de 1,7 MHz. Au vu des vidéos présentes sur YouTube montrant l'affichage du spectre, je ne peux que vous conseiller de bien vérifier qu'il vous convient. Dans mon cas, je placerai sur le FTDX 101 une clé SDR complémentaire pour avoir la possibilité d'avoir le spectre dans son intégralité sur mon ordinateur, et la possibilité de le commander par clic de souris, comme je le fais avec le FT2000. Maintenant, je doute qu'il y ait une sortie EFI de disponible sur le FTDX 10, alors il est fort probable que cette possibilité nécessite une modification interne qui ne sera pas à la portée de tous. Dans la mesure où il est télécommandable par interface réseau optionnelle, vous aurez la possibilité de gérer le poste à partir de votre ordinateur, mais là encore, bien vérifier que cette fonctionnalité corresponde bien à vos attentes. Au niveau du prix, personnellement, c'est un poste que j'achèterai aux alentours de 200 € plus cher qu'un IC7300. Maintenant, à vous de faire votre choix. Et à bientôt dans de nouvelles aventures.